En fait, derrière chaque grand choix, il y a une logique, une sorte de mathématique invisible qui va bien au-delà de notre intuition. Allez, on va creuser ça ensemble. 35 000, c'est à peu près le nombre de décisions qu'une personne prend chaque jour. La plupart, c'est choisir entre café ou thé, ça n'a pas grande importance, mais pour les autres, celles qui peuvent vraiment changer une vie, il faut un système un peu plus solide. Et voilà, on est au cœur du problème. Quand il s'agit de choisir une carrière, de faire un investissement ou de s'engager dans une relation, se fier uniquement à son instinct, c'est souvent la recette pour une catastrophe. Il y a un vrai conflit entre ce qu'on ressent et une approche, disons, plus structurée. Pour l'anecdote, l'auteur de la source raconte avoir déménagé à Paris juste au feeling, pour se rendre compte une semaine plus tard qu'il détestait la ville. C'est une erreur hyper classique. Pour les décisions qui comptent vraiment, l'intuition seule, ça ne suffit tout simplement pas. Alors, comment on fait pour éviter de tomber dans ce piège ? On va explorer un système qui est bien plus fiable que le simple instinct. Et on va commencer par le modèle le plus important de tous. Voici la formule qui, en quelque sorte, régit tout, la valeur attendue. L'idée est plutôt simple. Pour n'importe quelle décision, il y a plusieurs résultats possibles. Chacun de ces résultats a une certaine probabilité de se produire et un gain qui lui est associé. On multiplie la probabilité par le gain pour chaque cas, on additionne tout et bim, on obtient la valeur attendue. Prenons un exemple tout bête. Un ami vous propose ce pari. Si c'est pile, il vous donne 150 $. Si c'est face, vous lui en donnez 100. La plupart des gens, face à ça, hésitent, voire refusent, complètement paralysés par la peur de perdre ces 100 $. Et c'est là que ça devient fascinant. Les maths nous disent qu'il faut absolument accepter. La valeur attendue de ce pari est positive. Elle est de plus 25 $. Ça veut dire qu'en moyenne, à chaque fois qu'on joue, on gagne 25 $. Refuser ce pari, c'est littéralement refuser de l'argent gratuit. Mais alors, pourquoi on refuse un si bon pari ? Eh bien, c'est à cause d'un biais psychologique qu'on appelle l'aversion à la perte. La douleur de perdre 100 $ est ressentie environ 2 fois plus fort que le plaisir d'en gagner 150. Et ce biais, il fausse quasiment toutes nos décisions financières et personnelles. Appliquons ça à un cas concret. Option A, un poste sûr, 120 000 $ par an, garanti. Option B, on rejoint une start-up, c'est plus risqué. Il y a 60% de chances de toucher 250 000 $, mais 40% de chances de n'avoir que 70 000. Instinctivement, beaucoup de gens vont se ruer sur la sécurité de l'option A. Et pourtant, le calcul, lui, est formel. La valeur attendue de l'option B, la start-up risquée, est de 178 000 $. C'est presque 60 000 $ de plus que l'option A. La peur du risque nous fait souvent choisir l'option qui est, sur le papier, la moins rentable à long terme. Bien, maintenant qu'on a la base, passons à d'autres modèles. Ceux-ci sont conçus pour nous aider à éviter les erreurs de raisonnement les plus courantes, celles dans lesquelles on tombe tout le temps. Attention, petite énigme, un grand classique. La réponse qui vient tout de suite à l'esprit, c'est 99%, non ? Eh bien, cette réponse est complètement fausse. C'est un exemple parfait d'un biais où on oublie le point de départ, ce qu'on appelle le taux de base, ici le fait que la maladie est extrêmement rare. Pour y voir plus clair, il faut visualiser. Prenons 1000 personnes. Sur ces 1000, une seule est réellement malade. Le test va la détecter, c'est notre vrai positif. Mais sur les 999 personnes saines, le test a 1% de chance de se tromper. Il va donc créer environ 10 faux positifs. Au final, on a 11 tests positifs, mais pour un seul vrai malade. La probabilité réelle est donc de 1 sur 11, soit environ 9%. Rien à voir avec 99%. Un autre piège mental qui nous joue des tours, c'est l'erreur des coûts irrécupérables. Le cas typique, on a payé 15 € pour une place de ciné, le film est une catastrophe, mais on reste parce qu'on a déjà payé. Sauf que l'argent, il est parti quoi qu'il arrive. La seule bonne question à se poser, c'est quelle est la meilleure chose à faire de mes 90 prochaines minutes ? Et bien sûr, ce biais ne s'applique pas qu'au cinéma. C'est ce qui nous pousse à rester dans un job sans avenir, à s'accrocher à un investissement qui coule ou à continuer une relation toxique, juste parce qu'on y a déjà investi des années. Le passé est irrécupérable, les décisions doivent se prendre en fonction du futur. Ok, on a vu les pièges, voyons maintenant comment on peut corriger nos intuitions en adoptant une pensée plus objective, une pensée basée sur les preuves. La pensée bayésienne, c'est l'art de mettre à jour ses croyances au fur et à mesure que de nouvelles informations arrivent. On ne passe pas de « c'est impossible » à « c'est certain », non, on ajuste ses probabilités. Un collègue met à jour son profil LinkedIn, la probabilité qu'il parte augmente un peu. Il prend des appels en cachette, elle augmente encore. C'est un processus graduel et rationnel. Ah, le biais du survivant, c'est l'un des plus sournois. On est bombardé d'histoires de succès. Le fondateur qui a lâché la fac pour monter une boîte qui vaut des milliards.
On entend cette histoire, mais on oublie les dizaines de milliers d'autres qui ont fait la même chose et qui ont tout perdu. Ce tableau l'illustre parfaitement. Pour chaque succès visible, il y a un immense cimetière invisible d'échecs. Pour les restaurants qui marchent, il y en a 80% qui font faillite. Se concentrer uniquement sur les gagnants donne une vision complètement faussée des véritables chances de réussite. Il faut toujours se demander combien ont essayé et échoué. Alors, comment on rassemble tous ces concepts pour les utiliser au quotidien? L'idée, c'est de les organiser sous la forme d'une sorte de checklist, un outil à sortir avant chaque décision importante. Une fois qu'on a identifié une bonne opportunité, une question se pose. On mise combien? C'est là qu'intervient le critère de Kelly. C'est une formule mathématique qui calcule la fraction idéale de ces ressources à engager pour maximiser les gains à long terme. Mais attention, c'est une formule agressive. Dans la pratique, les pros conseillent souvent d'utiliser un quart de Kelly pour ne pas risquer la ruine sur un coup de malchance. Et voilà la synthèse. Ces 6 modèles forment un système complet pour penser plus clairement. Est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Quelles sont les vraies chances de succès? Est-ce que je m'accroche au passé? Est-ce que ma vision est biaisée? Et si tout est au vert, combien je mise? C'est une routine mentale pour vérifier son propre raisonnement. Et ça, c'est peut-être le point le plus crucial. L'irrationalité ne se présente pas en disant « Salut, je suis une mauvaise idée ». Non, elle se déguise en certitude absolue. Comprendre ces modèles, c'est un peu comme faire une mise à jour de son logiciel de pensée. C'est accepter que de nombreuses décisions passées étaient probablement faussées par ces bagues. Au final, la question n'est pas de savoir si ces outils sont utiles, mais plutôt quelle sera la première grande décision qu'on va passer au crible de cette nouvelle grille de lecture.